Et hello les légendes, pour ce Roland Garros 2024, on met à l'honneur deux consultants Prime Vidéo de renom, Marion Bartoli et Frédéric Verdier. J'espère que leurs parcours vont vous plaire, mettez d'ores et déjà un like si vous êtes sur YouTube ou 5 étoiles sur les plateformes de podcast, ça nous aide comme jamais, bonne découverte et bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Tennis Légende, je suis Max Zamora et aujourd'hui je reçois Fred Verdier. Tu es entré à Eurosport lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Tu as eu un passage à... Exact. C'est ça, hein, c'est bien ça, on est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Tu as eu un passage à Canal dans le foot, Canal+, il me semble. Tu pourras nous expliquer. Tu es commentateur de Roland Garros sur Prime Video depuis maintenant 3 ans et toujours sur Eurosport pour commenter l'Open d'Australie. Déjà, Fred, comment ça va? Ça va remarquablement bien. Bonjour à toi et bonjour à tous. Ah, alors, pour démarrer, tu as une voix emblématique. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où elle vient? Est-ce que c'est les cigares et le whisky dont tu as abusé? Ou Dame Nature qui t'a gâté d'un organe qu'on reconnaît parmi mille? Bah, il y a une part de naturel, Ouais, euh, non travaillé. D'ailleurs, je fume plus depuis 4 ans, ok, mais c'est pas lié à ça, hein, mais il se trouve que j'ai arrêté et ça n'a pas tellement changé ma voix. ouais, Et il y a quand même aussi beaucoup de travail et disons que le fait de faire beaucoup de directs quand tu es jeune te ouais, change le ton et la voix aussi. C'est ouais, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, mais c'est très rare d'avoir le même ton de voix et la même manière de la poser quand tu débutes qu'après ne serait-ce qu'un an ou deux d'expérience. Et d'ailleurs, on voit très vite si soi-même on est plutôt à l'aise là-dedans ou si on l'est pas du tout. Et si on sent qu'on l'est pas du tout, il y a pas de drame, il faut juste pas insister parce qu'on peut pas être à l'aise dans toutes les fonctions et tous les exercices du journalisme qui en comportent quand même un certain nombre. donc, ça veut dire qu'en plus de 25 ans de commentaires, c'est ça qui a peut-être un peu abîmé ta voix quelque part? C'est ce que Non, tu nous non, dis non, aussi? non, 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 ça Non? l'abîme pas, ça la travaille Ok, et ça la change. Et on ne parle pas de la même manière quand on est à l'antenne que quand on commence. C'est qu'il y ouais, a une espèce de patine qui se fait, et ce qu'on appelle le métier aussi, qui fait que, à force d'avoir été en direct sur pas mal d'événements, eh bien, on a une espèce de savoir-faire. Alors après, ça peut être positif ou négatif, mais c'est souvent quand même positif. Ça s'appelle le métier. ouais, On est capable de tenir le crachoir pendant un certain temps, et on est capable aussi de réagir vite sur un événement impromptu, par exemple, qui a tendance, le même événement peut avoir tendance à vous paniquer complètement quand on a moins d'expérience. On se dit, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ce joueur se met à gueuler sur l'arbitre? Qu'est-ce que je dois, qui a raison, qui a tort? Et on n'a pas toujours la bonne explication ou réaction, alors qu'avec les années, l'expérience, on peut l'avoir d'avant en disant, bah oui, là c'est le joueur qui a exagéré, ou au contraire, là c'est l'arbitre qui n'y comprend rien, par exemple. et qu'est-ce que tu fais beaucoup mieux qu'à tes débuts en 96 pendant ces JO d'Atlanta? Qu'est-ce que je fais mieux? Difficile Bah, si, je suis quand même. Encore une fois, je suis plus habitué à l'exceptionnel. Quand il se passe un événement inattendu, en général, je réagis mieux qu'avant. Au début, j'ai la voix qui n'était pas posée, donc j'avais tendance à parler avec la tête ou à avoir plein de salive dans la bouche, je sais quoi, encore plein de choses comme ça, des petites techniques qu'on n'a pas au début, et d'être trop perché, tout d'un coup de m'affoler, de me mettre à parler trop vite, trop longtemps aussi. On apprend à pas avoir peur du silence, c'est important. C'est pas parce qu'on est à l'antenne qu'il faut obligatoirement tenir le crachoir comme un possédé. Et puis on apprend qu'on n'est pas en compétition non plus avec son consultant, son collègue, celui qui est en bas, celui qui est en haut, bord terrain, ou je sais pas quoi. Tout ça n'est pas important. On est une équipe et si on est par exemple avec quelqu'un qui a tendance à être un peu timide, à se taire, ben, on va le chercher, on lui pose des questions, ça devient une espèce d'interview. Si on est avec quelqu'un qui est très bavard, eh ben, on se met un peu en retrait. Soit on lui dit calme-toi en antenne, soit on lui dit voilà, soit on se dit bah, c'est son caractère et on le laisse un peu plus parler, et soi-même on se met en retrait pour ne pas saouler
les téléspectateurs. Qui t'a permis de le plus progresser? Euh, c'est simplement, en fait, c'est tous les gens qui font confiance. C'est tous les gens qui acceptent que tu sois à l'antenne pour des émissions de télé, pour des matchs de foot, de tennis ou autre. C'est ne serait-ce que la confiance de te dire, bah oui, tu fais ce match-là lundi, puis t'en fais un autre mercredi, puis t'en feras encore un autre samedi, et puis d'enchaîner comme ça, en sachant très bien qu'au début, on n'est forcément pas top, Ouais. de tomber sur des gars qui sont assez bienveillants pour dire, bon, on sent un potentiel chez ce mec-là. Aujourd'hui, il est pas extraordinaire, mais peut-être que dans un an, il sera pas trop mauvais. Et puis si dans 6 mois, ils s'aperçoivent que rien n'a bougé, bah, ils disent en général, hein, ils disent bah, merci mon vieux, mais on va se passer de toi parce que ça suffit comme ça. Et quand ils sentent qu'il y a un petit peu de progression et que le mec est bon esprit, ou qu'il y a aussi des concours de circonstances, il y a beaucoup de hasard et de chance, hein. Quand tout ça est réuni, et ben parfois ça fonctionne et on peut continuer indéfiniment à faire ce qu'on aime ou les sports qu'on aime. Mais il y a quand même une bonne part d'impondérable malgré tout. C'est quoi le moment où tu as eu le plus de chance dans ta carrière, tu dirais? De chance, c'est quand tout simplement, justement, j'ai commencé, là, comme tu disais, sur des JO. Normalement, je n'étais pas censé continuer indéfiniment. Il y a eu une vague de départ en direction de Canal+, et on s'est dit, bah tiens, le gars est jeune, il est là, il est pas tellement meilleur, il a peut-être du potentiel, mais voilà, j'étais au bon moment, au bon endroit, et on m'a fait continuer à travailler et à être à l'antenne surtout, alors que objectivement, sans aucune fausse modestie, je ne méritais pas d'être à l'antenne parce que j'étais pas extrêmement bon, loin s'en faut. Mais on s'est dit, tiens, il va faire ses armes, il y a la place, on n'a qu'à le faire travailler. Voilà, ça c'est une chance, et ça c'est quand même un truc qui peut pas tellement se discuter, ou voilà, on a de la chance ou on n'en a pas. Là, ça s'est bien passé. Après, pour pas minimiser tout, c'est vrai que on va dire que j'avais sûrement une bonne attitude, j'étais suffisamment à l'écoute, etc., travailleur, voilà, je me dépouillais quand j'étais à l'antenne, tout ça, c'est peut-être vrai, mais l'important, c'est quand même de se dire, tiens, il y a des gens qui décident et qui disent, bon, lui, on a vu mieux, mais bon, il est jeune, allez, roule la galère, vogue la galère, on continue. Voilà. Est-ce que tu as la stat du nombre de matchs que tu as commenté, match de tennis? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Plus de, je sais pas, plus de 5000 peut-être? Je dis ça. Aucune idée. Le problème, c'est Sur une quand on saison, fait. si on fait le calcul rapide sur une saison, c'est combien de tournois? C'est très variable, c'est très variable. En plus, il n'y a pas que le tennis. C'est très difficile de dire. Ce que je sais, c'est que j'ai commencé Roland-Garros en 97. Ouais, Donc là, et comme j'en ai raté aucun professionnellement, ça va être mon 28e. waouh. Ça, c'est le seul truc que je sais parce qu'on me l'a dit, Amazon me l'a dit il n'y a pas longtemps, Ouais. et j'avais même pas fait le rapprochement. Mais tout ça, que ce soit le 5 millième, le 2 millième, le 500e, c'est un peu vain, quoi, parce que c'est des numéros, c'est des chiffres. Tu peux très bien te plaindre sur ton 500e match de foot ou de tennis, comme tu peux être super bon sur le 10e parce que tu accompagnes aussi un événement. Si l'événement il est nul, bah, essaye toi-même de ne pas être un peu ennuyeux, d'être à peu près sympa et d'être à peu près un bon journaliste. Mais c'est sûr que c'est très facile d'être bon sur un Federer Nadal en finale d'Open d'Australie. On peut me dire derrière, oh là là, on t'a écouté, c'était formidable. Oui, c'est très gentil, mais c'est aussi surtout, avant tout, le match qui était formidable. C'est beaucoup plus, disons, rare et à la fois précieux si quelqu'un m'arrête en me disant, ah, je vous ai écouté sur Grand Stafford, Stéphane Koubek, premier tour de l'Open d'Australie, vous étiez vraiment habité, c'était génial. Ça me fait marrer parce que c'est quand même, il faut être motivé quoi, pour regarder ce match-là. Cette bonne vieille patte gauche de Stéphane Koubek, qu'on embrasse, Ok. évidemment. Qu'est-ce qui devient, Stéphane? Eh Est-ce qu'on ben, a des nouvelles? je ne crois pas qu'on ait que des bonnes nouvelles le concernant. Ah Il y a une mince. espèce de malédiction chez les joueurs autrichiens. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément réussi leur après-carrière. Certains même, comme Horst Skoff, sont décédés. Ouais. Skoff, c'était un peu le prédécesseur de Koubek, même genre de joueur, un peu barré, même coiffure, tout ça. Il y a pas mal de joueurs autrichiens qui n'ont pas toujours très bien tourné, excepté Thomas Muster, bien sûr, qui lui a réussi tout ce qu'il entreprend.
Jürgen Melzer aussi, Malédiction ou... Oui, Melzer, formidable, Melzer. Oui, oui. Melzer, je pense qu'il s'en sort bien. Puis il a joué longtemps en double. Après, il a prolongé le plaisir. Ouais. Donc Melzer, peut-être que lui aussi, il a à peu près réussi son après-carrière. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas toujours très bien tourné, Alors, comme Daniel Kollerer, par exemple. Ah. Comment t'es rentré euh, à Eurosport pour ces fameux Jeux d'Atlanta? Si tu pouvais nous faire l'histoire un peu raccourcie quand même, mais dans les grandes lignes, tes études, les stages qui, de rebond, de confiance, de rencontre, t'ont fait pousser cette porte dans laquelle t'es resté, quoi, avec le temps. Eh ben, école de journalisme, premier boulot dans un magazine littéraire, au Figaro littéraire exactement, Ouais. donc le monde du littéraire. Ensuite, journaliste à M6 pour une émission économique. Voilà, et dans mon esprit, comme journalisme, c'était ça, c'est d'essayer de toucher à tout le plus possible. Infogéné aussi sur LCI. Je m'étais dit, bah tiens, très naïvement, il y a des Jeux Olympiques bientôt. Ah bah tiens, je vais frapper à la porte de quelques chaînes pour voir s'il n'y a pas moyen de faire les JO pour eux. Mais c'était très, à la fois complètement, voilà, enfin, je me rendais pas du tout compte, quoi. J'étais inconscient. Et d'ailleurs, beaucoup de chaînes, j'ai réussi à avoir des rendez-vous à l'époque. Beaucoup de chaînes, ou patrons de chaînes, patrons des sports en tout cas, m'avaient reçu en me disant vous êtes très sympa, etc. Tout va bien. Sauf que nos équipes sont déjà constituées, donc on ne vous connaît pas, merci. Et Merci pour Eurosport, tout, ça s'est Fred. fait de la même manière. Ouais. Oui, oui. Et Eurosport, en revanche, euh, là, j'étais bien tombé. Ils cherchaient un jeune type pour présenter les bulletins du matin, après les épreuves à Atlanta. Et le patron, qui était Bruno Poulain, m'a reçu en entretien. Et il m'a posé quand même plusieurs questions pour un peu mettre à l'épreuve ma connaissance sportive. Je me souviens d'une qui était vraiment, il m'a dit ensuite, c'était quasiment éliminatoire. Il m'a dit, citez-moi deux haltérophiles français. Et c'est pas du tout mon sport. Et puis j'ai eu un coup de bol terrible parce que je me souvenais du nom de deux d'entre eux, pas trois, parce qu'ils avaient des noms hallucinants. Enfin, je trouvais très marrant. C'était Fonbertas et Tournefier. On dirait Ouah, des humoristes t'as qui eu font du chaud, hein. stand-up. Ouais, ouais. Donc j'ai Chevalier cité les deux et blagues Las de ces mecs-là. Palais. Oui, c'est ça, même genre. Et il a eu l'air impressionné en disant ah oui, vous êtes très connaisseur quand même. Comme quoi, c'est des réputations, ça tient à rien du tout. C'est clair. Et il m'a pris. Et puis j'ai fait les JO pendant 3 semaines avec un gars plus chevronné qui était Nicolas Souchon. Et on présentait à deux ces trucs-là. Et puis derrière, je vous ai dit, vague de départ à Canal, il y a quatre ou cinq mecs qui étaient un peu des têtes d'affiche qui quittent la chaîne pour aller à Canal. Et donc moi j'étais là, et ils se sont dit, bah tiens, le mec est là, il est pas méchant, le mec a continué un peu, quoi. Mais j'étais vraiment pas du tout au niveau, disons, de ces mecs-là au départ, et il a fallu quand même pas mal bosser et pas mal bouffer d'antenne pour essayer d'être à peu près à l'aise, quoi. Tu te souviens de gros stress au départ, des moments de panique, le palpitant à 12 000 Oui, bien sûr, plein de fois, plein de fois. sur quelle affiche, par Bon, c'est un exemple, peu, de- bah, plein, c'est toujours pareil, c'est qu'on se dit, vous êtes sur place ou pas, mais si on est sur place, c'est, quoi, on est à l'antenne dans combien de temps? Ah bon? Dans 10 minutes, bon, très bien. Ouais, puis tout d'un coup, on entend le sondier en panique, l'ingé son qui vous dit dans le casque, vous êtes à l'antenne depuis 20 secondes. Et là, on dit, ah zut, c'est pas possible. Et on commence à être un peu en panique, effectivement. Je me souviens d'un truc en Australie, il y a très très longtemps, où je suis avec une consultante que je vais pas citer, qui était joueuse déjà aussi à l'époque, mais qui commentait un peu des matchs. On voit arriver une joueuse qui est un peu hypocrite, qui commence à distribuer des fleurs au premier rang du public alors qu'elle rentre sur le central. Et puis, la joueuse et moi, on est tout à fait au diapason et on la regarde, cette joueuse qui était top 5 mondiale, et on se dit, regarde là, quel cinéma, c'est ridicule, regarde là. Et tous les deux, on a un micro ouvert, mais on sait qu'on est antenne que dans 5 minutes. Donc, on est détendu. Et puis, on fait, regarde là, bonjour toi, regarde là, avec son sourire faux là, c'est grotesque, c'est ridicule. On se lâche comme des malades. Tout d'un coup, on entend l'ingé son dans le casque avec une voix blanche qui nous dit, vous êtes à l'antenne depuis 2 minutes. Et là, on se regarde, on pouffe. Et puis moi, j'enchaîne comme si rien n'était. Je fais bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette match de session de nuit entre machine et machin. Et je me suis dit, bon, bah, je pense que je vais me faire dégager. Ou en tout cas, je vais me faire sacrément souffler dans les bronches. Et inexplicablement, il ne s'est rien passé.
Et des choses comme ça, des trucs. Je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux bien amplifiés par rapport à cette anecdote qui doit avoir une quinzaine d'années, je pense qu'aujourd'hui, il y a forcément au moins une personne qui est choquée, au moins une, et qui va ensuite se plaindre. Alors après, est-ce que ça fait un effet boule de neige? Est-ce que ça fait une tempête d'ordurerie sur nous ou pas? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ça prendra des proportions. Il se trouve qu'à l'époque, il ne s'est absolument rien passé. Même on ne m'a pas dit, dis donc, tu te fous la gueule du monde. Donc on a eu du bol. On a souvent comme ça des moments, soit on n'a pas de chance, quelqu'un a cru entendre un truc et on n'a rien dit de répréhensible, mais il y a une espèce de truc qui se met en branle où on se dit, mais nous, on n'a rien fait. Mais si, si, vous avez quand même dit un truc très moyen. Quand on fait 8 heures de direct, parfois toute la journée, on recommence le lendemain, il y a forcément des moments où même un téléspectateur de bonne foi croit avoir entendu quelque chose qu'on a dit, et ben non, on l'a pas dit. Et à l'inverse, nous, on dit une connerie, et puis il y a une personne, ou 10 ou 100, qui va se sentir agressée ou choquée, ou qui va dire c'est pas respectueux pour le joueur, ou c'est pas respectueux pour je ne sais qui. Et voilà, on peut être critiqué là-dessus. Et d'ailleurs, la critique me va très bien, puisque à partir du moment où vous prononcez 3 mots à la télévision, vous êtes justiciable de l'opinion de n'importe qui. Il faut juste le savoir et être prêt. Et le tennis, c'est ton sport de base ou plutôt le foot ou quoi? Tennis et foot, vraiment Tennis et foot. les deux. Tu tapes la Ouais, boulette un peu? vraiment les deux. Oui, 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 absolument, avec T'es, un immense plaisir. Même t'es le classé padel ou aussi. t'es classé ou pas? Tu fais des Non, matchs? j'ai arrêté. La compétition ne me convenait pas du tout. Donc, je T'étais préfère combien faire à des ton matchs, mais prime? bon, troisième série, pendant très peu de temps en plus. Combien? Donc, 30, non, 32, 31? Ah non, ça c'est non, non, quatrième non. série. 15-2, 15-3, Oui, 15-4? oui, plutôt 15-3, oui, mais pas longtemps. Oh, pas mal. Quel style de jeu, Fred? Mm. Euh, quand j'étais classé à mon meilleur niveau, c'était plutôt attaquant. Plutôt Ok. volé, plutôt service appuyé, ou service kické pour essayer de s'approcher plus près du filet, pour poser une volée. Enfin bref, Un non, non, John n'en parlons McEnroe pas. moderne, quoi. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Ou un pas de rafter, ou un pas de cash. Enfin, T'avais tout ce que je ne. la cambrure au service de J'avais un Patrafter? bandeau, ouais. La même? J'essayais de le copier, oui. Oui, oui. Ouais. Quand vraiment ça se passait bien et que j'étais en jambes, je copiais le service de rafter. Et quand je me disais, j'ai pas les moyens pour aller plus loin, je copiais Thierry Champion en service. Thierry C'était Champion, et énorme en plus, physique. oui, oui, Attention. absolument, absolument. Mais moi, il avait une manière de servir, il avait un armé et tout qui me paraissait simple à copier et qui m'allait bien quand j'étais, disons, dans un état d'esprit un peu plus attentiste. Et quand j'étais vraiment hyper dynamique, hyper tonique, aller de l'avant, je me disais, tiens, le service volé de Rafter me va bien, mais évidemment, c'était copié, c'était pas du tout aussi efficace, ça va de soi. Et t'es licencié où? Bah, aujourd'hui, je suis au TCBB à Boulogne. Ok. T'es parisien depuis toujours? Né à Paris, etc. Ouais, 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 mais Ok. d'origine corrézienne. Très bien. Quels ont été tes premiers déplacements pour commenter sur un tournoi et quel tournoi du coup? Et ben, le tout premier, c'était l'Open d'Australie. Waouh. Quand même une chance. Et Quelle non pas année? Roland, parce que c'était quand même pas loin. L'Open d'Australie, 99. C'est beau ça. Qui gagne La à cette finale, époque-là? c'est Kafelnikov qui bat Thomas Enquist en finale. Ah, Seule finale du Grand magnifique. Chelem pour Enquist. Et il bat Agassi. Non, Agassi est battu en huitième par Vince Padea. Et Ouais, on dit, on dit, il est foutu, quoi. Il ne gagnera plus jamais rien parce qu'il était hors de forme. Et résultat, 5 mois plus tard, il gagne Roland Garros. Alors là, son seul Roland. Et là, ouais. comme quoi, ça montre qu'il ne faut jamais porter de jugement de valeur parce qu'on peut être surpris. Donc, non, non, très grand tournoi. Philippe aussi, je crois, bah, je me demande si c'est pas cette année-là qui va loin. Quoi qu'il en soit, non, pas sûr. Oui, c'est les 3 ans avant, il bat Sampras en troisième tour. Mais enfin, très, très beau tournoi. Moi, j'ai les yeux de chimène pour tout, quoi. J'étais comme un fou. Chaque Combien? match, j'étais allé voir du cours, Arnaud Clément, Grosjean, Laudra, qui avaient ou gagné ou perdu leur premier tour, mais que des matchs assez accrochés en 5-7. J'allais beaucoup interviewer les joueurs et je les montais en cabine pour d'autres. C'était un bonheur quoi, d'être là. Puis c'est tellement loin l'Australie que chaque fois on se dit c'est peut-être la dernière fois que j'y vais. Ouais. Combien d'Open Dès qu'on Australie se pose, t'as là, fait dès qu'on là-bas? se pose, une vingtaine, je dirais. Et Ça doit être 22. le plus mythique que t'aies fait, un événement un peu what the fuck qui se soit passé là-bas, un souvenir en particulier?
victoire d'Amélie Mauresmo en 2006, c'est quand même colossal. La finale de Tsonga en 2008 et tout son parcours aussi sont fabuleux. Et puis, le retour de Federer victorieux en 2017, cette finale contre Nadal qui est complètement un monument, quoi. Il gagne en 5 alors qu'il a le break contre lui dans le cinquième, on se dit il va se faire tordre comme à chaque fois ou presque dans ce genre de situation par Nadal. Et le fait qu'il gagne de cette manière-là, c'était totalement paranormal, quoi. Puis après, il y a plein de petits matchs, il y a plein de petits moments où grands, euh, demi-finale improbable entre Thomas Johansson et Jiří Novák, que personne ne voulait voir, une espèce d'affiche que moi j'avais grand plaisir à faire, mais qui était une affiche complètement hallucinante en demi-finale de Grand Chelem. C'était deux joueurs anti-charismatiques. Il y avait pour une demi-finale, en plus en match vedette, c'était un vendredi, il n'y avait pas d'autres matchs. Il y avait 10 000 personnes sur 18 000 qui étaient venues, quoi. Il y en avait plein qui avaient dit oh, non, non, ça c'est quand même au-dessus de nos forces. Incroyable. Son, Johansson son match. Et qui ça avait fait s'envoie le 5-7. tournoi. Ouais, Absolument, qui bat Marat Safin, qui était un peu trop déconcentré cette année-là. Il y avait pas mal d'avions à réaction sa famille. dans son. C'est sa famille. Voilà, beaucoup de familles, beaucoup de cousines, beaucoup de très très gentilles cousines. Il a vraiment une famille à rallonge, ce Marat. Ouais, Euh, c'est un coquin. Lui, c'est un coquin. quand vous alliez comme ça sur le terrain, vous arriviez quand pendant les qualifs, le temps de s'acclimater avec le décalage horaire, et ça marchait comment? Hum, Non, non, tu t'acclimates au décalage horaire Comme le tu peux. jour 1 du tournoi. Ah Oui. ouais. Non, non, au mieux, on arrivait 2, 3 jours avant le début du tournoi, mais c'est suffisant. Je veux dire, voilà, on ouvre les yeux à 6 heures ou 5 heures du mat les premiers jours, ou à 4 heures, voilà, on a du mal à dormir, etc. Mais c'est pas grave, quoi. On se dit, on récupérera bien à un moment ou à un autre. Et effectivement, après 4 ou 5 jours, on a récupéré le décalage. Mais on est tellement excité et tellement heureux qu'il en faut vraiment beaucoup pour qu'on se mette à chouiner ou à se dire, oh là là, c'est dur, oh là là, c'est fatigant. Non, non, honnêtement, c'est vraiment pas du tout le délire. Et si jamais on voit quelqu'un qui a l'air d'accuser le coup, de commencer à chouiner, on se dit, Une mais c'est grande pour votre tape dans le métier, quoi. dos. Ah Et oui, on dit, bah alors mon pauvre vieux, qu'est-ce qui t'arrive? tes habitudes à Melbourne, c'est quoi? T'as des petits kiffs à droite à gauche dans la ville en dehors du tennis? Oui, oui, le footing le long de la Yarra, ça c'est Ouais, incroyable. C'est la bien. rivière qui traverse Melbourne. Il y a des petits ponts en bois, tout ça, ça fait un bruit pas possible quand on court. Euh, Ça, c'est génial à faire le matin ou même le soir. Tout ça, c'est top. Euh, la plage, moi, j'ai jamais eu le temps d'y aller, sauf une fois. J'ai pris un coup de soleil, j'étais violé en 10 minutes, donc j'ai laissé tomber. Donc, on Saint-Kilda. n'a pas vraiment le temps. Oui, absolument. Ouais. Exactement. Euh, voilà, 2, 3 petits restos, mais c'est quand même, honnêtement, le délire, c'est quand même d'être dans le stade, d'aller sur les cours annexes, de regarder le plus de matchs possible, de rencontrer le plus de gens possible. Enfin, c'est tellement le paradis là-bas. C'est l'été alors qu'on est en janvier et tout, c'est l'hiver en Europe. Vous êtes là, vous arrivez, il y a quand même beaucoup moins de journalistes qu'ailleurs. Tous les joueurs ont tous la banane puisque personne n'est blessé, personne n'a perdu. C'est le début de saison. Donc ils sont tous, ils ont fait leur prépa hivernale, ils sont tous en pleine bourre. Il n'y a personne qui tire une série de défaites dégueulasses qui les met, voilà, qui les met pas bien. Donc tout le monde est quand même relativement content d'être là et ça donne une espèce d'ambiance qui a un peu changé parce que malheureusement le directeur du tournoi a des goûts de luxe et puis surtout il pense beaucoup à l'argent. Donc il a voulu s'étendre et puis gagner surtout, faire l'expérience client, que le maximum de gens puissent dépenser le maximum d'argent en plus de regarder des matchs, d'acheter des goodies, d'acheter des trucs à becter, que c'est quand même moins marrant maintenant. Mais pendant très longtemps, ça a été vraiment le lapis slam avec le côté on vient, personne ne se prend au sérieux, on rigole, on est au soleil, on regarde des matchs et tout va bien. Et c'est un peu moins le cas maintenant. Mais donc, pour ces raisons-là, oui, c'était unique d'aller en Australie en janvier. Pas trop Très, très frustrant aujourd'hui de commenter de Paris, quoi. Pour des raisons économiques, j'imagine. nécessairement un peu. Oui, 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 bien sûr. C'est que pour ça. C'est toujours un peu frustrant, mais l'avantage qu'on a, c'est qu'en tout cas, moi, je me dis, ben, j'ai été 22 fois ou 20 fois. Voilà. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Je ne vais pas dire, je vais pas faire la tête en disant, bah, puisque c'est comme ça, vous ne m'aurez pas. Moi, ça ne m'intéresse pas très dans ces conditions. Mieux vaut, une fois qu'on vous a dit, bah, cette année, ce ne sera pas sur place,
en prendre son parti. On fait un travail d'équipe, on est tous ensemble dans le même bateau, et on se dit, bah voilà, on va essayer de passer une bonne quinzaine, on va rigoler ensemble. Mais c'est plus le même métier, si vous voulez. Là, quand vous n'êtes pas sur place sur un truc comme ça, le métier change un peu. Il faut se mettre dans l'état d'esprit qu'on est plus dans une espèce de divertissement en essayant d'être à peu près, voilà, à peu près sympathique, raconter deux, trois anecdotes, décrire ce qui se passe sur le terrain, analyser évidemment les matchs. Mais on n'est plus du tout dans l'information puisqu'on n'est pas au cœur du réacteur. Mm. Si vous êtes sur place, vous êtes au cœur du truc, il y a tout le monde qui vous parle, vous parlez aux gens, vous voyez ce qui se passe, vous voyez à la fois le temps qu'il fait, ce qui va se passer avant, deux, trois incidents. Tiens, tu es au courant, il sort de la balle qui est rentrée dans la tête du mec, etc. C'était la faute d'un tel, voilà. Tu as vu cet arbitre qui a fait ça, tu as vu sur le cours 17 ce qui s'est passé, voilà. Deux, trois vidéos, quelles que soient les applis ou autres, ça ne remplace pas. Donc quand vous êtes vraiment au cœur du tournoi, vous êtes au courant de tout et puis vous êtes en immersion complète. Quand vous n'êtes pas sur place, bah forcément, vous vous intéressez aux deux, trois matchs qu'on vous a alloués. Et puis, vous n'êtes pas vraiment, enfin, vous n'êtes pas autant dans le tournoi, c'est bien certain. Il y a d'autres tournois sur lesquels tu es allé, mais beaucoup plus niche. Un Toulouse en 97, un Lyon, que sais-je. À Lyon, oui, plein de fois. Plein de fois, Ouais. j'ai vu la victoire de Richard Gasquet à Lyon, c'était fabuleux. Il bat sur son parcours Safine. Je ne sais même pas s'il le bat en finale, mais en tout cas, il le bat sur son parcours. Très grand tournoi. Euh, j'ai vu l'année où, je crois, Rafter, toujours incroyable, perd au premier tour. Il perd d'entrée, en tout cas, il y a peut-être un bail. Et Rafter, donc, perd. Il perd en 2-7 contre un mec qui n'était pas très fort. Et il rend sa garantie. Il faisait partie de ces grands joueurs qui avaient droit à des garanties. On leur disait, on te donne, on va dire, 50 000, quoi Pour qu'il arrive venir. sur ton parcours. C'est les garanties. Je connais ça très bien. Et lui, comme il n'était pas du tout fier de sa prestation, il avait dit, je n'arrive pas. Donc il a dit, moi, la garantie, je ne la toucherai pas. Et donc C'est le beau. tournoi avait... Alors que Gaston Gaudio, lui, était venu pour prendre la garantie. Il avait fait un match dégueulasse. Il avait perdu en 2-7 et il avait pris sa garantie. Il était rentré, il avait pris l'avion. T'es là, mon Deux, Gaston. disons, et ouais, et disons, deux manières de voir la vie très différentes. Meilleur souvenir quand tu as pu faire monter un joueur dont tu parlais tout à l'heure en cabine. Ce que tu expliquais dans d'autres interviews, c'est quand les joueurs français perdent, tu vas les voir, tu leur dis voilà, est-ce que tu veux faire une expérience de commentateur avec nous? Peut-être que pour ton après-carrière, Oui, ça peut te servir. Oui, non, boum, boum, on y va, on se tape dans la main. c'est ça. Mais meilleur souvenir, meilleure rigolade et peut-être pire souvenir pour contraster quand même, équilibré. Euh, très bon souvenir, très bon souvenir Marie Pierce, parce qu'à l'époque, elle parle un français quand même un petit peu hésitant. C'est avant qu'elle refasse toutes ses finales de Grand Chelem en 2005, on doit être en 2004, ou peut-être Open Australia 2005, mais en tout cas, on est vraiment là. Et elle ne parlait pas encore un français aussi bon que plus tard. Et Marie, à l'époque, n'avait pas tellement envie de commenter. Et puis, elle perd tôt. Et je vais la voir, c'est en Australie, et je lui dis, tiens, tu veux pas en profiter pour essayer un peu en commentaire, en français, etc. C'est l'occasion, je vais te mettre sur un match d'une copine à toi, genre Tatiana Golovin, et puis tu commenteras avec moi, qu'est-ce que t'en dis? Et elle me dit, oui, oui, bah, t'as qu'à contacter mon agent. Et là, je lui dis, oh là là, je chantais le truc, j'ai pas du tout envie de commencer à parler à argent, agent. Et je lui dis, écoute, c'est quoi? On va pas faire ces singeries-là. Pas d'agent, pas de contrat, gratos, comme ça. Si t'es nul, eh ben, c'est tant pis pour nous, on n'a rien. Si tu te sens à l'aise, si t'es bonne, eh ben, le prochain coup, évidemment, tu seras payé grassement. Mais comme ça, surtout, tu verras où t'en es, tu sauras ce que tu vaux. Et puis, on fait une expérience comme ça, one shot, gratos, je te paye un verre après, et on en reste là. Elle me dit, ah, ça me plaît. Eh ben, alors, quel match, quand? Et puis, je lui dis, ben, c'est dans 2 jours, le match de Tatiana contre Abigail Spears. Elle me dit, bah, d'accord. Et on l'a fait. Elle m'attendait dans le jardin de l'Open Australie 3 quarts d'heure avant. Elle était très ponctuelle et très impliquée. On a fait le match et elle était très, très souriante. Elle n'a pas donné un truc incroyable parce que c'était son premier, mais je m'en doutais. Mais on a passé quand même un très bon moment. Et elle, surtout, a été très contente de l'expérience. Et quand je la vois quelques années plus tard sur France Télé, je suis content parce que je me dis, bah tiens, elle a, elle a trouvé un des trucs dans sa vie qui la font marrer, c'est ça.
alors qu'au départ, c'était peut-être pas quelque chose d'évident. Puis il y Ouais. en a d'autres qui sont tout à l'aise, on sent tout de suite. Il y en a d'autres qui sont pas là pour des bonnes raisons. Et puis il y a parfois des gars qui sont juste pas faits pour ça, quoi. On peut avoir une très bonne carrière et être mauvais, vraiment mauvais. Et on peut avoir eu parce que c'est pas parce que vous savez faire un revers lifté ou que vous savez faire tous les effets de votre revers à une main que vous êtes nécessairement un très bon joueur. Un très bon joueur, vous l'êtes, mais un très bon commentateur. Et c'est pas parce que vous avez limite pas de poignet, que vous avez joué 2 matchs de tennis dans votre vie à niveau amateur, que vous n'êtes pas capable de voir. Je me souviens d'un journaliste qui était excellentissime à l'équipe, qui s'appelait Philippe Boin. Philippe Boin, je suis même pas sûr qu'il ait déjà tenu une raquette, mais il sentait, il voyait, il comprenait le jeu comme personne. Il Ouais. faisait des papiers extraordinaires dans l'équipe sur les grands chelems ou sur tous les tournois où il disséquait des matchs et des caractères et des joueurs de manière incroyable, alors que sur le terrain, évidemment, il valait pas tripette. Mais ça, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir. Être capable d'exécuter des coups, ou même de savoir ce que ça fait de gagner des grands matchs ou de souffrir sur le terrain, bah, même à un niveau amateur, si vous avez connu ça, expérimenté ça, c'est un plus. Mais si vous ne l'avez pas, vous êtes quand même capable de lire un match et surtout de le partager. Ça, c'est une qualité énorme. Et malheureusement, il y a des gens qui ont été dans les 10 meilleurs mondiaux qui y arrivent très bien, d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Et ça, c'est un petit peu la roulette russe. On ne sait jamais qui on va, sur qui on va tomber et on ne sait jamais à l'avance qui va être bon et qui va être en difficulté. T'es devenu pote un peu avec des joueurs ou des joueuses? Oui, oui, surtout pendant qu'ils sont joueurs, c'est difficile, ça peut arriver, c'est arrivé d'ailleurs. Euh, Qui ça? surtout, bon, bah, il y en a eu beaucoup, donc c'est dur d'en sortir un seul, mais c'est des choses qui se font naturellement parce qu'on se côtoie, ne serait-ce pas forcément sur 10 tournois, mais il suffit qu'on se croise, un joueur va loin. Il faut comprendre que ces gars-là sont parfois un peu seuls ou ils ont toujours les mêmes têtes sous les yeux. Si toi-même ou si on a envie ou si on dit tiens pourquoi on ne dînerait pas ensemble, bon ben voilà ça se fait et puis si c'est pas trop mal passé ça peut se refaire, vous voyez ça prête pas à conséquence, mais c'est pas pour ça qu'on devient nécessairement des grands amis non plus, hein. Il faut toujours savoir garder quand même une certaine distance et pas c'est pas parce que un joueur vous accorde 3 interviews et qu'il vous check avant que ça devient ton pote, tu vois. Il Hmm. faut toujours se méfier et rester quand même à sa place, et c'est peut-être plus à la fin de la carrière que des relations peuvent se créer, parce que d'abord, on a été des côtés de la barrière, le joueur change de barrière, il passe de l'autre côté, et il s'aperçoit aussi que le métier qu'on fait, il commence à l'appréhender, il se dit, tiens, c'est pas inintéressant, d'ailleurs, j'aimerais bien maintenant rester au contact du milieu en commentant les matchs, et puis il s'aperçoit qu'on s'amuse beaucoup, donc en général, ça crée des vocations, il y en a beaucoup. Et je connais beaucoup de joueurs qui n'aimaient pas ça au début, qui m'ont dit, moi franchement, je vois pas du tout, je me vois pas faire ça. Exemple Fabrice Santoro, Ouais. je l'essaye quand il était encore joueur. Il me dit franchement merci parce que il m'a fait comprendre que vraiment c'était pas mon truc. Et en fait, il a réfléchi, il a évolué, il a grandi aussi parce que c'est pas la même chose. Il faut que ce soit à la bonne époque au bon moment. Et aujourd'hui, je vais faire Roland Garros avec lui pour Prime Video et il est excellentissime, mais il est très à l'aise dans son rôle et très content de le faire. Alors que quand il était joueur, encore une fois, il se posait vraiment la question si ça valait bien le coup de continuer à essayer ça. Solide le Fab. Et justement, Oui. Prime Video, comment ça s'est fait pour que tu ailles chez eux pour commenter Roland Garros depuis 2020, je crois, c'est ça? Depuis qu'ils l'ont, je ne sais plus quand c'était, ça doit être 21, je pense. Ouais. C'est la quatrième fois, la quatrième édition. En plus, la première, elle était encore en plein Covid. On avait dû faire des tas de tests anti-Covid avant. Il y avait même un pauvre confrère qui devait le faire avec nous, qui était positif à 3 jours du tournoi. Il l'avait dit aux responsables. Derrière, on lui a dit, ah bah non, on ne peut pas prendre le risque, etc. Il avait refait un test le lendemain qui s'est avéré négatif, mais on a dit, c'est trop tard. Une fois positif, c'est mort. Donc il était au 36e dessous. Oui, donc c'était en plein Covid, c'était peut-être 21. Bah, ça s'est fait comme, comme beaucoup de choses se font, comme avec TF pour la Coupe Davis par exemple. C'est-à-dire on m'appelle, on se voit. Là, c'était les décideurs de Prime Video. Il y avait notamment Alex Green, le patron de sport sur Prime Video, qui est anglais.
Et voilà, on s'était eu en visio. Et puis après, on va un peu plus loin dans les discussions. Il y a d'autres gens qui interviennent. Et puis voilà, après, on y va. Mais c'est toujours des trucs. Moi, j'ai la chance qu'aujourd'hui, vu que ça fait quand même longtemps que je fais ça, on a un avis sur moi avant de me connaître, souvent, en tout cas dans ce genre de situation. Donc, soit on m'aime pas et il se passe rien, soit on me trouve assez bon, et dans ce cas, on me contacte et on discute. Donc, il y a moins une volonté ou une obligation d'aller frapper aux portes et de dire, vous savez, j'existe, je Hmm. suis là, pensez à moi, ce qui me met très mal à l'aise, parce que c'est vrai que quand on fait ça depuis très longtemps, on se dit, bah, de toute façon, voilà, quoi, je suis là. C'est pas toujours suffisant. Parfois, il faut être capable aussi d'avoir suffisamment d'entrain pour dire, bah, oui, bah, il n'est pas obligé de me connaître non plus. Si ça doit être du tennis et de la télé, pas obligatoire de me connaître, de savoir ce que je suis capable de faire, ou que je suis juste disponible, ou que j'ai envie de le faire. Il faut aussi parfois aller se présenter. Mais là, en l'occurrence, j'en ai pas eu besoin, et c'est toujours mieux quand ça se passe comme ça, puisque au moins chacun est fixé et on sait déjà à l'avance à peu près ce qu'on va obtenir. Hmm. Tu as négocié quelques millions de dollars au passage, j'imagine, pour un tel contrat. Oui, oui, on a un contrat à 7 chiffres, hein, rien non plus d'affolant. Et là, on commence à parler. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Je sais qu'en France, c'est pas toujours facile de parler d'argent, mais est-ce que c'est bien payé un métier comme le tien? Oui, après, c'est très variable, hein. C'est très variable. Il y a des, euh, des chaînes où, sur des événements ponctuels, c'est une centaine d'euros pour un match, comme ça, à la prestation. Et puis, il y a des contrats qui sont sur des événements ou sur une année qui sont mieux. Mais ce qui, commenter juste un match, ça rapporte rarement des milliers des cents. C'est quand même beaucoup plus une question de passion. Et si on veut vraiment être à l'aise financièrement dans ce métier, il faut faire des choses à côté, des ménages, on appelle ça. Il faut être assez actif, aller à droite, à gauche, faire éventuellement d'autres événements qui peuvent être des événements, des trucs sportifs, hein, tout à fait. Il n'y a rien qui est honteux, puisque ça reste un travail, et c'est un travail qui n'est pas un travail infamant, si vous voulez. Donc même moi, les ménages, j'ai aucun problème. Il se trouve que j'en fais pas, mais quand on me raconte, tiens, moi j'en fais, ça pose aucun problème moral, quoi. Je Hmm. comprends très bien ceux qui en font. Et je comprends d'autant mieux qu'encore une fois, si vraiment vous voulez être à l'aise financièrement, c'est quand même quelque chose d'important, parce que juste se contenter de quelques interviews, quelques commentaires de match, ou quelques journées au desk ou autres, ou des papiers, c'est rare que ça rapporte beaucoup, à moins de les multiplier. Et là, si vous avez une capacité à cumuler les employeurs et à travailler beaucoup, même pour plusieurs employeurs dans la même journée, là, effectivement, ça peut devenir intéressant. Mais en ordre d'idée, pour être clair, un match de foot ou de tennis, globalement, c'est entre 100 pour ceux qui payent vraiment moyen, voire pas bien du tout, 100 euros brut la journée, jusqu'à 250, 300. Voilà. En général, c'est ça, le marché, c'est ça. Tu disais tout à l'heure que les joueurs que tu faisais monter en cabine faisaient un premier essai comme ça gratuitement et que éventuellement si ça prenait, ils Pas pouvaient tous, être... pas tous, hein. Oui, Ça oui, dépend. oui, pas tous, mais ils pouvaient être, si ça marchait bien, gracieusement payés. Les... Donc ces joueurs, si ils deviennent commentateurs, c'est des consultants, c'est bien ça? Toi, tu es Oui, ils ne journaliste et deviennent il y pas a commentateurs, ils deviennent consultants. consultants. Le consultant, c'est toujours un ancien joueur, entraîneur ou autre, qui a censément être quelqu'un qui a une carrière dans le sport, et en opposition avec le journaliste, qui lui a sa carte de presse, Hmm. est là pour décrire souvent l'action, donner aussi son avis éventuellement, mais c'est lui qui a en gros les clés du camion, et c'est lui qui va piloter le consultant, qui lui est censé être un peu moins responsable, voire parfois totalement irresponsable. C'est très rare qu'on tombe sur le consultant si une chose se passe mal. Vous voyez, si Ouais. par exemple euh, on est complètement à contre-temps, on n'a pas compris le match, ou on va trop loin, on pète les plombs, on se met
à hurler sur l'arbitre ou sur un joueur, ce qui est évidemment à proscrire. Mais si en gros, on se contrôle mal, eh bien, derrière, c'est le journaliste qui va devoir assumer ça, jamais le consultant. Au pire, on va dire, il n'y a pas plus malin que son journaliste, mais on n'ira pas dire le consultant a pété les plombs, il doit s'excuser. On dira Hmm. toujours, bah, le journaliste a été mauvais, il n'a pas su mesurer l'importance du moment. Et comme forcément le consultant a une certaine aura, il est connu, voilà. Généralement, le consultant est beaucoup mieux payé que le journaliste, ou comment ça marche? Non, ça dépend. Ça D'accord. dépend. D'abord, on peut avoir plein de cas de consultants qui ne sont pas si connus que ça et qui sont juste bons, c'est quand même plus important, qui sont juste bons à l'antenne et qui ont quand même une petite carrière, mais qui n'ont pas une carrière affolante. Et eux vont être au contraire très très bons à l'antenne et donc ils vont faire oublier leur carrière un peu moyenne. Et on a le cas aussi à l'inverse de consultants qui ont une carrière remarquable en foot ou en tennis ou dans tous les autres sports Ouais. et qui sont surtout là sur leur nom et on s'aperçoit qu'ils sont pas très bons, ils maîtrisent pas la langue, soit ils ont du mal avec l'esprit d'à propos, ils ont tendance à être un peu figés, un peu scotchés, un peu plantés par le direct, un peu en panique. Et ces garçons-là, ou ces filles, en général, soit arrivent à progresser, ce qui peut tout à fait se produire, soit ne progressent pas. Et bon, il faut vraiment qu'ils aient un énorme nom pour rester à l'antenne dans ces cas-là. S'ils Ouais. n'ont pas de nom et s'ils ne sont pas bons, en général, on arrête. J'ai retrouvé que tu avais fait la une de l'équipe média qui avait pour titre à la télé, le tennis doit se réformer. Est-ce que, donc ça c'était il y a 3 ans, est-ce qu'en 2024, tu as l'association qui a du changement, peut-être via Prime Video notamment, ou pas? Oui. Alors après, ça reste à la marge, hein, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que les gens, ce qu'ils viennent voir, c'est un match de tennis ou un match de foot, et même en termes d'organisation, ça reste quand même le plan large, la base du truc. Hmm. Après, tout ce qu'on fait autour, et c'est là on peut faire la différence et innover, c'est les avant-matchs, les après-matchs, aussi pendant le match, qu'est-ce qu'on donne en plus en termes de caméra, de réalisation, qu'est-ce qu'on ajoute, est-ce qu'on peut avoir des petites interventions d'un tel ou d'un tel, est-ce qu'on va avoir un graphique, est-ce qu'on a des stats, est-ce qu'on a un témoignage de quelqu'un, est-ce qu'au contraire on se tait complètement pour faire vivre le truc sans parasitage. Enfin, il y a plein de choses à faire. On travaille beaucoup là-dessus à Prime Video sur Roland Garros depuis toutes ces années, depuis 3 ans, la quatrième cette année, pour justement faire en sorte que le produit soit le plus agréable possible pour les abonnés, les membres Prime. Mais ce qui est sûr, c'est que on est quand même, qu'on veuille ou non, dépositaire d'un savoir-faire, mais on est aussi tributaire d'un spectacle. Il y a certaines sessions de nuit, par exemple, puisque nous, on va proposer toutes les sessions de nuit cette année encore à Roland-Garros. Bon, bah, on peut avoir une belle affiche préparée par le tournoi. Ouais, il va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi. Zverev contre Casper Ruud, ce qui, si c'est un huitième de finale, est plutôt un bon huitième à faire. Hmm. Et puis, il se trouve que, on va dire, Zverev est complètement à la rue, il est pas bon, il chouine, et le match, c'est une boucherie, ça fait 6-3, 6-2, 6-1, et ça dure 1h45, pas d'émotion, même un peu de gêne, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, Zverev, pourquoi il abandonne pas s'il est gêné? Eh Ouais. ben non, il abandonne pas, et en fait, il est pas gêné. Et ben voilà, on a beau faire un débrief derrière, avoir fait un super avant-match, on a vendu le meilleur match de l'année, on allait voir, Ruud, il arrive, il a été impeccable, il a gagné, il a fait des finales à droite à gauche, Zverev, il est plus en forme que jamais. Si le match est pourri, eh ben voilà, le match est pourri, et les gens, à la limite ceux qui auront été sur le central, ils diront, oh, on était quand même sur place, c'était sympa, on a vu le truc de près. Mais ceux qui sont devant leur télé ou devant leur appli, bah, peut-être qu'ils vont rester avec nous 10 minutes et ils vont se dire, oh non, je laisse tomber. Et vous voyez, là, on est battu. En tout cas, avec la meilleure volonté du monde, on propose ce qu'on peut, mais on ne décide pas non plus de tout, on ne décide pas non plus de la qualité du spectacle et de l'affiche. Et ça, Et, ça reste quand même le côté incertain et le côté hasardeux du sport et de ce média-là. et est-ce que du coup, dans une de tes nuits de sommeil paradoxales, tu as eu un rêve, une vision, quelque chose
d'une réforme qui pourrait avoir lieu dans le tennis pour dynamiser peut-être un petit peu le format, que sais-je? Je crois en tout cas une chose, c'est que ce serait peut-être assez fou de vouloir toucher au format, justement, euh, ou alors à la marge, c'est-à-dire enlever le let, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est très bien. Ok. Quand il y a un let dans le jeu, on ne dit pas arrêtez, arrêtez, on rejoue. Donc au service, il n'y a aucune raison de faire un let, de dire de ne pas continuer à jouer. C'est plutôt marrant. C'est très rare que ça fasse basculer un match. On voit un let intouchable sur un service, sur mal de match, ça arrive jamais. Donc, et puis si ça arrivait, bah voilà, ça arrive une fois sur 1000, donc ce serait plutôt marrant, mais ça reste marginal. Tous les autres trucs, faire des sets en 4 jeux, raccourcir. Moi, je trouve que c'est une stupidité, par exemple, d'avoir mis des tie-break au cinquième set en Grand Chelem, puisque on raccourcit le seul moment où c'est fabuleux. Le vrai moment où c'est incroyable, c'est quand on est à 5 partout au cinquième. Hmm, Tout le monde a envie de voir la suite. Que hmm. ça fasse 12-10, que ça fasse 8-6. Eh ben, à 6 partout, je me dis, oh, bah, c'est dommage que l'on ait un super tie-break. J'aurais bien aimé que ça fasse un break. Je me souviens encore du Mathieu Isner à Roland-Garros, du Mahu Isner aussi à Wimbledon, mais malheureusement, pour parler d'Isner, il y a beaucoup de trucs qui sont décidés sur le Isner-Anderson, je crois, en demi-finale de Wim, où c'était effectivement sinistre parce qu'ils faisaient que servir les deux. C'était interminable. Et là, les dirigeants de Wimbledon, la direction s'est dit on veut plus de matchs comme ça sur le central qui, en plus, vous panne la demi-finale d'après. Je crois que c'était ça l'ordre. Il y avait d'abord ce match-là et ensuite une autre demi qui était plus fun. Oui, là, je comprends, mais c'est dommage parce que ce match-là, en fait, a provoqué une réflexion à l'envers qui a été plutôt que de raccourcir les moments ennuyeux, par exemple les entre-sets ou les débuts de sets où on peut essayer de réfléchir à quelque chose. Ben non, coupez pas la fin. Hmm. C'est comme si tout d'un coup, à la fin d'un film, on vous disait, ben, il restait un quart d'heure, mais là, on fait un petit résumé, on fait un petit condensé de ce que vous allez voir sur 5 minutes plutôt que 15. C'est folie. Dur. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait pas sur ton métier, Fred? Parce que ton métier, c'est la face visible de l'iceberg. On voit la lumière, on voit quand vous êtes en plateau, que tout le monde est maquillé, beau, à préparer ses fiches aux commentaires. À quel moment tu te fais chier? À quel moment ton métier est naze, Fred? Euh, Bah, pas souvent, hein, franchement, parce que c'est quand même un énorme kiff d'être là et une chance incroyable de faire tout ça. Ah, ça c'est Donc, bon, ça. non, bah, si, le côté un peu dur, c'est de se dire que il n'y a aucune certitude. À À moins quel d'être tout le temps niveau? dans la même crèmerie pendant toute la carrière, bah, vous dépendez, que vous le vouliez ou pas, vous dépendez un peu D'un de patron? la vie de quelqu'un d'autre. Ouais. Bah oui, et d'un patron qui dit je sais pas si vous êtes un excellent ébéniste, par exemple, vous travaillez très bien le bois, vous faites des trucs incroyables. Vous restez un excellent ébéniste, c'est tangible. Tout le monde peut dire, bah oui, oui, là, le fauteuil qu'il a fait en bois, il est incroyable. En acajou, c'est vraiment sublime. Bon, et que ce soit qu'il ait un boss d'ébéniste, que ce soit pas lui le patron de sa boîte, le boss est capable de reconnaître ton talent. Vous, quand vous êtes dans des directs, que ce soit de l'animation, de l'interview, chroniqueur d'une émission ou commentateur, ou quoi que ce soit en direct visible, n'importe qui a le droit de dire bah, toi, tu aimais bien ce mec-là, bah, moi, à l'antenne, je le trouve au choix sinistre, arrogant, mauvais, manque de rigueur, voix nulle, pas de vocabulaire, bref, enfin, rayer la mention inutile, il n'y en a peut-être aucune. N'importe qui peut succéder à un décideur et dire bah non, moi je veux tout l'inverse. Donc on est quand même très très dépendant du désir de l'autre. Ouais. Et même s'il y a plein de spectateurs qui vont dire bah, lui on l'aime beaucoup, lui on l'aime pas, au final c'est toujours une personne qui dit bah oui, mais là le droit en question, les droits du tennis, les droits du foot, les droits du basket, ils sont passés sur cette chaîne-là, on a tout, bah oui maintenant c'est nos mecs qui vont faire. Et Hmm. puis vous, bah vous le faisiez depuis 10 ans, ou vous faisiez du basket depuis 25 ans, bah oui, mais maintenant on passe à quelque chose d'autre. Et c'est dur parce que on n'est jamais propriétaire de son sport, on n'est jamais propriétaire non plus de son émission ou d'un tournoi, mais on est un peu obligé de le penser en se disant, ça fait tant de fois que je fais tel match ou telle division, tel championnat, tel tournoi.
Et en fait, non, il faut bien se dire que ça peut s'arrêter à tout moment. Donc, on ne peut pas se permettre d'être tranquille, d'être serein. Il Hmm. y a toujours un moment où il faut être en éveil et se dire, profites-en bien là, je sais pas où, tu es à Monte-Carlo, profites-en, parce que Ouais, c'est peut-être la dernière fois que tu vas à ouais. Monte-Carlo, et peut-être que tu n'iras plus jamais. Donc, vas-y à fond et profite. Le moment présent, les gars. Ça, c'est quand même bien. Oui, 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 Il y oui. a, il y a un concept qui est sympa sur Prime Video, c'est que vous avez Paul de Saint-Cernin qui est là pour faire des vannes un peu, pour dynamiser, pour faire rire. Est-ce qu'il y a eu des gros moments de fou rire avec lui ou un moment avec un autre consultant? Vous êtes tapé des barres comme jamais sur le plateau de Prime. Est-ce que tu fais les plateaux ou tu fais que les commentaires? Comment ça marche? Non, plateau aussi, mais je reste au Postcom. Ouais, Et on a un écran partagé, et donc j'interviens. Cette année, par exemple, j'interviendrai un peu quand je voudrais sur l'avant-match. ouais, On a vu ça avec la nouvelle, les nouveaux responsables éditoriaux. On sera plus dans l'interaction. Paul, par exemple, ne repart pas avec nous. Donc, ok, euh, il y aura plus une répartition des rôles où il y aura plus d'interaction, plus peut-être de coups de gueule ou de barres de rire. Mais en tout cas, ça sera moins corseté avec moins de rôles répartis. Moi, on allait me chercher surtout vers la fin pour le chiffre du jour, le face-à-face, une anecdote, etc. ouais, Là, ce sera plus tous, on sera tous sollicités, que ce soit ceux qui sont dans les allées avec les spectateurs, le consultant qui est en plateau ou les deux, un autre qui est en bas, etc. On ira tous nous voir et ce sera plus quelque chose assez collectif et assez apparemment, hein, en tout cas c'est ce qu'on espère, d'assez bonne humeur, quoi, assez détendu. ok. Magnifique. Hâte de suivre ce Roland-Garros 2024. Euh, Dernière question, d'un point de vue de ta carrière, peut-être pour transmettre aux jeunes. euh, Qu'est-ce que tu recommandes à tous ceux qui rêvent de faire le métier que tu fais, slash, il y a le tournoi de Biarritz, tournoi féminin juste après Roland-Garros. J'habite à Anglette, donc juste à côté, et on m'a proposé de commenter les finales. Super sympa. Qu'est-ce que tu me Je l'ai fait, recommandes? ça. Je l'ai Ah, fait, ce merveilleux. tournoi de Biarritz. J'avais comme consultante la directrice du tournoi, Nathalie Dechy, Ouais, c'est organisé beau par Denis ça. Nejden, ce tournoi, non? À Voilà, ben, l'époque, je l'ai ouais. fait. À Eh l'époque oui, eh de oui, donc quarterback, ouais. Et, voilà, c'est ça, c'est ça. et aujourd'hui, Qui se te propose. c'est le président Bon, du tournoi qui a repris l'exploitation du tournoi, l'organisation. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais aux jeunes pour voilà, pousser les portes et puis arriver peut-être à avoir ton métier, un de ces quatre, si toutefois tu es chaud de les mhm. coacher? Et puis, qu'est-ce que tu me recommanderais pour un premier commentaire aussi? Parce que moi, je vais avoir le cœur qui va Alors, battre à 12 000. Je préfère te le dire tout de suite. j'espère bien. Eh ben, profites-en parce que c'est un sentiment quand même assez génial. Ok. Pour les jeunes qui ont envie de faire ce métier, plein de choses. D'abord, être curieux, 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 sans arrêt, c'est-à-dire vraiment s'intéresser à tout, euh, ne rien traiter par-dessus la jambe. Il n'y a pas il n'y a pas de petit acteur du sport ou de grand acteur du sport. Il y a tout le monde. Tout le monde a une histoire à raconter. Il faut écouter tout le monde. C'est pas pour ça qu'il faut être influencé par tout le monde. Il ne faut pas écouter forcément les conseilleurs ou les mauvais payeurs. Il faut écouter les gens qui ont quelque chose à dire, une expérience à partager, qui ont vu, qui ont su, qui ont fait. Il faut être très, très humble, très à l'écoute. Euh, il y a des tas de gens, des confrères qui ont des choses à apporter à un jeune qui démarre. Il suffit de bien les prendre, il suffit de leur demander. C'est très rare qu'un type soit mal embouché et ne veuille pas te donner des conseils ou te coacher. Sauf comment il y a beaucoup d'ego là-dedans, il y a quand Hmm. même de la fierté. C'est comme quand on écrit un papier ou quand on écrit un bouquin. Et c'est la même chose après un premier direct. On a mis quand même beaucoup de soi-même et c'est pas évident de s'entendre dire écoute mon vieux, franchement, ta prise d'antenne elle est pas terrible, ta voix elle est pas posée, t'as beaucoup de salive dans la bouche, tu as fait des bruits de bouche, etc. Voilà, on serait dit, c'est comme si on commence à juger votre papier, vous dites mais attends, mais c'est qui ce mec-là d'abord pour rien ne me prouve qu'il est si bon que ça. Voilà, donc si on met à part toutes ces histoires d'ego et de fierté, d'orgueil mal placé, être capable d'écouter les gens qui ont un peu plus d'expérience que soi pour
éventuellement partir au moins sur les bons rails. Et puis, journalisme, c'est la curiosité, c'est-à-dire vraiment euh, voilà, être tout le temps en demande, tout le temps aller en éveil d'un truc. Ça peut être aussi bien point de vue boulot concret qui tombe, c'est-à-dire tu es en éveil, il n'y a pas de petits trucs, il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de chaîne indigne ou de site qui ne mérite pas ton concours. On te propose du boulot, vas-y. C'est Mm. un peu comme le travail du comédien. C'est, je connais des comédiens qui disent il y a pas de petit rôle, grand rôle, il y a le comédien qui travaille et celui qui ne travaille pas. Voilà. Donc, si Bien vous vu. avez l'occasion de travailler, voilà, vous choisissez, vous prenez, vous acceptez, on vous confie un rôle, vous le prenez. Et ben là, c'est pareil pour une prestation, quand vous êtes journaliste, euh, surtout jeune, on vous propose un truc, vas-y, fonce. Voilà. Mm. Sauf si c'est vraiment un bâton merdeux, si on propose un truc dégueulasse, qui a l'air nul, un truc casse-gueule. Par exemple, je sais pas, on propose de commenter du snooker demain. Tu connais rien au snooker, tu n'as pas de consultant, tu sais que tu es en direct pendant 3 heures, tu n'as jamais fait de direct. Eh ben, j'ai un conseil, ne le fais pas. Ça sera une boucherie. Tu vas au carton. En revanche, tu aimes le tennis, toi, Max, on te dit demain, tu commentes un match de tennis sur place ou pas, tu n'as aucune raison de dire non, Mm. sauf la peur qui est mauvaise conseillère. Dans ce cas, il faut dire oui. Donc, toi, si tu vas faire tes débuts à l'antenne sur un match de tennis, l'important, c'est de savoir où on va, c'est-à-dire, déjà, si tu es seul, bah, écris ton intro. Euh, Si tu es face caméra, bah, apprends-la par cœur ou apprends les grandes lignes et puis lance-toi. Si tu es hors caméra, hors champ et que tu es juste au micro, au post-com, là, tu peux lire ton intro en la disant, mais en l'ayant bien écrite. Ça te donnera confiance. Et puis ensuite, tu te laisses porter par le rythme du match. Si tu n'as rien à dire, tais-toi. Voilà, c'est pas grave. Il vaut mieux se taire que de saouler les gens avec des vérités premières, des balles de break, des 15-30, des 40-15. On sait lire, c'est bon, merci. On voit qu'il y a écrit 45. Pas la peine de dire 2 balles de jeu pour revenir à 4 jeux à 3 dans cette quatrième manche. Ça n'est pas intéressant, c'est du bavardage. Donc, ne pas être trop bavard et, euh, et puis profiter du moment, être avec la banane, quoi. Commenter avec la banane, être content d'être là, c'est quand même un métier qui est incroyable. Et donc, ne pas ennuyer les gens, c'est le premier truc, c'est de ne pas être ennuyeux, quoi. C'est de Mm. parvenir à peu près à faire sourire les gens, ou en tout cas ne pas les faire bailler. Yes. Alors pour terminer, j'ai trois, quatre questions un peu plus perso pour te connaître toi en tant qu'homme. Est-ce que tu as un livre je sais pas, un livre de chevet que tu adores et que tu recommanderais à notre audience? Ah oui, 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 oui. Bah, pour rester dans le journalisme, je dirais Bel Ami de Maupassant. Ouais, C'est l'histoire d'un type qui a un gentil talent, mais parce qu'il a une espèce de savoir-faire social et de charme, va réussir justement à parvenir à ses fins, euh, pas uniquement sur son talent. Donc c'est un côté marrant, et puis c'est magnifiquement écrit, et puis c'est une histoire avec des personnages prodigieux. Il y a À rebours aussi, qui est un grand livre de Huysmans, avec un personnage complètement hors du temps, un type qui n'est pas du tout fait pour son époque, qui s'appelle Des Esseintes. À rebours, ça c'est un livre aussi génial. Il y a un autre livre qui n'a rien à voir de Roberto Bolaño, qui est un Chilien qui est mort il y a longtemps, très jeune, qui s'appelle le livre 2666, qui est aussi un truc vertigineux sur au départ. Enfin, c'est impossible à résumer, mais c'est un très très grand roman avec une histoire folle et géniale. Donc voilà, ça superbe. c'est 3 conseils comme ça. On a de quoi bouquiner cet été. Un film que tu recommandes? Euh, Ou peut-être une découverte récente, si tu hésites. Bah tiens, bah, film sur le tennis récent, c'est Challengers avec Zendaya. T'as aimé? Euh, Écoute, j'ai pas détesté, j'ai trouvé Zendaya très 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 crédible dans son junior hyper doué, alors qu'elle n'avait pas touché une raquette avant. Elle a bien bossé, elle a Ouais, une très bonne conseillère surtout, et elle est très crédible dans son rôle. Elle est très crédible ensuite en coach, un peu assez égocentrique. Et les deux sont sympas, surtout un des deux. Et je trouve que ça se laisse bien voir. Euh, donc celui-là. Et puis, sinon, un autre film qui parle un peu, tout petit peu tennis, mais qui est bien au-delà de ça, c'est L'inconnu du Nord Express de Hitchcock, où c'est un champion de tennis qui va se trouver embrayé dans une espèce d'histoire
terrible, avec un engrenage absolument fatal. Tout ça parce qu'il a rencontré un inconnu dans un train. L'inconnu du Nord Express. Très bon ça. Extraordinaire, d'après le bouquin de Patricia Highsmith. Quel est le concert le plus ouf que tu sois allé voir de ta vie? Ah, voilà. Il y a match. Hein. Il y avait Arcade Fire à l'Olympia, exceptionnel. Quelle année? Il y avait Arcade Fire, je dirais 2000, je sais pas, 10, peut-être 10. Ok. Il y a eu cette année Dépêche Mode à Bercy. Ils ont été monstrueux, alors que je les pensais complètement cuits. Ils ont été incroyables. Ah Et ouais. puis en plus, c'était vraiment une ambiance de folie. Très Excellent. bon son, paradoxalement, c'est pas toujours le cas à l'Accor Arena. Très bon son, et puis les deux dans une forme monumentale. Je me souviens d'un concert aussi de 4h30, toujours à l'Accor Arena, c'était Cure. Cure, il y a 10 ans, où on pensait que Robert Smith aussi était complètement carbo, et en fait, il avait tenu euh, une forme physique dingue, pas une fausse note, pas non plus une fausse note vocale pour lui. Et Waouh. le set d'origine, en plus, il avait tous ses copains qui étaient sur scène. Et ils avaient fait 4h30 parce qu'ils faisaient tous les bonus du DVD de la sortie, Extraordinaire. le DVD sur le concert européen, toute la tournée européenne, voilà. Donc ils avaient fait tous les rappels possibles. 4h30 de concert, folie. Et le pire concert, je pense que c'est Frankie Goes to Hollywood, parce que la première partie, c'était un groupe américain qui s'appelait Berlin. Ils Ouais. ont fait Take My Breath Away, la BO de Top Gun, et c'était pas du tout le public pour ce groupe-là, qui était un groupe un peu de rock FM américain, un peu poussif. Et le public avait été odieux. On avait conspué la chanteuse on avait fait des cris hostiles et même on avait écrit des pancartes hostiles envers ce groupe. Et ça avait été une ambiance horrible. On avait balancé des tomates, des oranges, des clémentines sur la tronche et le groupe s'en est jamais vraiment remis. Et c'était vraiment une ambiance terrible de corrida. J'ai jamais vu une mise à mort pareille d'un Oh groupe là, dur. depuis. Dur, C'était dur. abominable. Ouais, Ah ouais. terrible, terrible. T'écoutes des podcasts ou pas? Oui, plein, 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 plein. Une, si tu devais recommander ta chaîne préférée de podcast, ce serait laquelle? Euh, je recommanderais en podcast Bookmakers, ouais, de Richard Guettet. C'est en fait ce gars-là, Richard Guettet, qui euh, reçoit un écrivain Ouais. sur deux, trois épisodes à chaque fois de 50 minutes. Euh, il parle à la fois du métier d'écrire, comment tu fais, quelles idées tu as, quelle est la genèse de ce truc-là, comment tu as commencé, etc. Génial. Et ensuite, on déroule le truc. Et c'est souvent des écrivains qui ont une carrière géniale, qui ont plein de trucs à dire. Et comme Wajdi Mouawad, par exemple, l'écrivain franco-libanais, canado-franco-libanais, qui est absolument fascinant, qui est hyper intelligent. Et ça, c'est très, très bien. Bookmakers. Pas bon ça. Tu dirais que je regarde là les notes sur. Ah ouais. 261 notes sur Spotify, c'est encore assez niche, non? Comme. Ou Eh c'est. ben, il tient qu'à nous que, hein. Ouais, ouais. En tout cas, ça donne envie. Bonne découverte. Euh, Quelle serait la plus grosse période de doute professionnellement? Tu dirais que c'était quoi? Doute, Ouais, le doute, bah, c'est le début, fatalement. Honnêtement, c'est le début parce que après, il y a des doutes aussi, mais c'est ponctuel. C'est des ouais, doutes qui sont liés parfois à l'absence de travail ou par ah, j'espérais décrocher ce truc-là, bah, c'est pas moi finalement, ou on avait ce projet-là ensemble, ah bah ça va pas se faire pour des contingences extérieures. Voilà, c'est les trucs qui sont ponctuels et heureusement, souvent ça passe. Au début, il y a ce petit truc, cette petite musique au fond de toi, toujours le syndrome de l'imposteur. C'est de se dire, j'ai eu beau faire deux tournois, quatre matchs, cinq championnats ou quoi que ce soit, c'est au fond, est-ce que vraiment je suis à ma place? hmm, Et comme on est très fragile, je trouve, hein, en tout cas j'étais comme ça au début, on est quand même très perméable un peu à la vie extérieure. Il suffit qu'il y ait un copain, un collègue, un confrère qui fait un peu d'ironie sur ton dos, qui ricane,
ou même un téléspectateur qui dit, oh, bah, dites donc, vous êtes trompé, vous avez vu sur le match, là, vous avez dit que c'était un tel qui avait marqué, c'était lui. Et comme vous avez 25 ans et vous dites, bah, ah bon? Et au fond, on se dit, mais est-ce que je serais pas un énorme escroc, en fait, au bout du compte, quoi. Je me reconnais tellement. Un pote l'année dernière à Roland, il me dit oh, j'ai un peu lâché sur ton contenu et tout. Je dis putain, salaud, va falloir que tu t'y remettes. Et il me fait va falloir que tu te remettes à faire du bon contenu. Oh, pendant 3 mois, je me suis dit ça se trouve, je fais que des bouses en fait, je m'en rends plus compte. C'est ça. Ah ouais, ouais. C'est dur d'être lucide et de ne pas être trop dur avec soi-même non plus. Parce Ouais. que si on est trop dur, on n'avance plus. Et si c'est à la limite faire des choses, faire un podcast, écrire un contenu voilà, faire un papier, faire 5000 signes sur quelque chose, aller commenter un match à Biarritz, tac, tac, mais faire des choses, Hmm. avancer, et éventuellement se retourner à la fin de l'année et dire, voyons, à Biarritz, j'étais pas en forme, hein, c'était quand même pas terrible. Je le referai pas l'année prochaine. C'est dommage, Parce c'est le que, seul que j'ai fait. C'est quand même cool. voilà, ouais, mais non, mais tu vois, c'est plus ça, c'est de se Ouais. dire, je fais les trucs, voilà. Il faut quand même faire confiance à son instinct. Si le truc a l'air foireux, on le fait pas. Si on sent Hmm. qu'on n'est pas prêt non plus à cet exercice-là, on le fait pas. Mais sinon, tous les autres trucs qu'on se sent à peu près capable de faire, puis c'est quelqu'un qui vient vous chercher, parfois, bon, s'il vient vous chercher, c'est qu'il a ses raisons, ben on y va, on fonce. Ouais. Et puis, mais pas de trucs limitants, pas de crainte, pas de trucs pour dire oh, je sais pas si je saurais, ou se faire prier, ou négocier comme un rat en disant moi, il me faut 50 euros de plus. Oh, bah, tu vois bien, si c'est voilà, les gars, ils ont 100 euros à te proposer, ben, c'est déjà le maximum. Bon, ben voilà, ils paieront plus cher la prochaine fois si tu as été bon. Mais voilà, pas de trucs comme ça, des barrières, des facteurs limitants qui t'empêchent de prendre du plaisir et d'être actif et de servir à quelque chose. C'est important, ça, de se sentir qu'on sert à quelque chose. Bon bah voilà, je pense que tu viens de répondre. Ma question d'après, c'était qu'est-ce que le Fred de l'époque qui était un peu perméable à la critique et tout ça, avait besoin d'entendre? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais avec l'expérience que tu as aujourd'hui? À peu près ça, de pousser les portes, de faire, d'être dans l'action, de Et pas de bosser, je négocier veux dire, de bosser. outre Oui, mesure. oui, c'est ça. Oui, de rester fidèle un peu à ce qu'on est, à ses valeurs. Il n'y a rien, en fait, qui vaut de trahir ses valeurs. Il n'y a rien qui vaut de trahir son instinct. Si tu sens pas un truc, si tu sens pas une collaboration, si tu sens pas sur une personne, eh ben, n'y va pas, c'est pas grave. On n'est pas en 75 à l'ERTF, il n'y a pas deux chaînes et deux radios. Tu vois, Hmm. donc, c'est pas grave. Si ce mec-là, soit il te trouve mauvais et con, ou soit c'est toi qui le trouve pas fiable ou débile, eh ben, c'est pas grave, les gars. Séparez-vous et allez chacun de votre chemin. C'est pas comme s'il n'y avait pas le choix. Donc, il y a toujours le choix, il y a toujours capacité à dire non. C'est pas possible, un truc qui se refuse pas, ça n'existe pas. On peut tout refuser et on peut aussi convaincre. C'est pas parce que quelqu'un te dit non au premier coup, une chaîne ou un support quelconque, c'est pas parce qu'on te dit non tout de suite que ça sera non toujours. Et tu Ouais, peux revenir à la charge. Les gens sont pas tous méchants et mal intentionnés. On t'a pas rappelé, c'est peut-être parce qu'on a oublié. Donc, ouais, il n'y a pas à avoir de fierté mal placée. Il faut appeler une deuxième fois, envoyer un mail une cinquième fois, envoyer un WhatsApp une sixième fois. Et puis, au bout de 7 fois, le type va peut-être te dire ah oui, excuse-moi, je t'avais zappé. Oui, oui, je comprends très bien. Et peu vous voyez, et comme par magie, le gars te dira est-ce que tu es libre dans 2 semaines, tiens, pour qu'on fasse un truc ensemble? Tu dis bah oui, oui, avec plaisir. Et ben ouais, voilà. Tu ouais, vois. Alors que si tu bloques après 3 refus, bah, c'est dommage parce que tu vas peut-être passer à côté d'un truc sympa. ouais. Dur Voilà ce que parfois je peux hein, te de dire. mettre son ego de côté pour Oui, très dur. accepter quatrième, cinquième, sixième. Oh, putain, Oui, mais c'est. il faut juste se dire que c'est la règle du jeu, quoi. C'est un peu le jeu. Hmm. Certaines personnes aiment bien avoir l'air importante. C'est pas toujours très, très bien éduqué, mais il faut passer outre et se dire il ne le sait pas encore, mais il a peut-être encore plus besoin de moi que moi de lui. Donc, il faut être capable de se dire il ne sait pas ce qu'il attend, mais dès qu'il m'aura essayé, il ne pourra plus se passer de moi. Très Et bon donc, c'est ça. pour ça qu'on envoie le septième WhatsApp et qu'on finit par avoir une réponse. Yes. Et là, on est enfin servi. Une citation que t'aimes bien? Euh, j'ai lu il n'y a pas longtemps, elle n'est pas inconnue, c'est à un dîner, une dame avec qui, à côté de Churchill,
Le dîner se passe mal, ils sont très nombreux, mais c'est sa voisine. Et en gros, ils s'envoient ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et donc, au bout d'un moment, la dame dit à Churchill, Monsieur, vous êtes tellement insupportable que si j'étais votre femme, du poison dans votre whisky. Et Churchill lui répond, eh bien, moi, madame, si j'étais votre mari, je le boirais. Ah bah merveilleux. Qu'est-ce qu'il est bon ce Winston. Il est fort quand Oui, même. oui, Il est fort. Il est fort. Merci Fred d'avoir pris le temps, c'était super sympa. je vous en prie. On s'est croisés rapidement dans l'ascenseur à Monaco, je sais pas si tu te souviens. Et bon, Ah, on n'a pas encore trop échangé comme ça en visu, mais en tout cas, merci pour ce premier moment. Et puis peut-être qu'on se croisera à Roland ou ailleurs. En tout cas, un grand merci, c'était hyper cool. tu seras à Roland toute la quinzaine? On sera à Roland pour plein de boulot d'activation sur les réseaux Tennis Légende, mais en dehors de l'enceinte, parce que non détenteur de droit, évidemment, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. Donc, on va devoir tourner du contenu à l'extérieur. Mais oui, j'irai voir un ou deux matchs et peut-être que on se verra dans les allées. Qui sait? N'hésite pas, avec Ouais, plaisir. très cool. Merci Fred, à très bientôt. À bientôt, Max. Merci à toi. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Venez nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et mettez un like ou 5 étoiles. C'est un simple clic de votre côté et méga important pour le référencement de notre travail. Merci par avance. Pensez au bouche à oreille aussi. Envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu. C'est le meilleur marketing possible. Des gens qui font des footings, des personnes qui s'entraînent le mardi soir dans une bulle et que ça pourrait évidemment intéresser. Surtout, n'oubliez pas de le faire à chaque épisode envoyé à un ou deux potes et forcément, l'effet boule de neige marchera, c'est sûr. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a besoin de votre soutien. Vous pouvez rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 euros par mois, soit environ le prix d'une boîte de balles, on te donne accès à des interviews exclusives qu'on publie pas ailleurs, des débriefs de match, des compléments d'interview, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et en soutenant au passage le podcast. Ça nous permet de continuer de t'offrir du contenu de qualité chaque semaine. Et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts. Le lien est dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et de nous aider à rendre ce projet pérenne. Vraiment, ça passe par là. Donc, merci à toutes les personnes vraiment qui le font. Ça nous touche, ça nous va droit au cœur. Et si vous avez des idées, envoyez-les moi à max@tennislegende.fr. Vous pouvez aussi sur LinkedIn ou Insta, Max Zamora, ZAMORA, je réponds à tout le monde. Et sachez par ailleurs que j'ai créé un nouveau podcast avec ma pote Alexia, il s'appelle Coup de cœur et on reçoit des gens qui viennent nous raconter des histoires d'amour. J'adore ces histoires humaines, les rencontres et tout ce qu'on peut apprendre à travers ça. C'est aussi sur Spotify ou Apple Podcast, Deezer, etc. Toutes les plateformes audio. Foncez, passez une oreille. Je me suis prêté au jeu. J'ai raconté une histoire d'amour. Ça devrait vous faire marrer. Je suis curieux d'avoir vos retours en tout cas. Surtout, n'hésitez pas évidemment. Voilà, j'espère sincèrement que l'épisode de la semaine vous a régalé et je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir pendant cette quinzaine de Roland et également sur et en dehors du cours. Prenez soin de vous et à très vite les légendes. Ciao.